Bonjour à toutes et à tous. Alors vous souhaitiez peut-être que j'enchaîne justement sur cette question du changement climatique et je veux commencer par quelques remarques. J'aurais 3 points à évoquer globalement dans mon intervention. Le changement climatique, une première remarque un peu provocatrice, c'est que bien entendu les effets qui ont été exposés sont tout à fait réels et j'y reviens dans un instant. Il ne faudrait pas que cette analyse des impacts du changement climatique nous fasse oublier que les situations qui ont été exposées dans un certain nombre de territoires ce matin sont d'abord en majorité liées à des difficultés de gouvernance, c'est-à-dire à des enjeux de l'action humaine sur ces territoires et à des difficultés d'organisation entre les acteurs qui sont liées à des contraintes de développement, à des contraintes climatiques, bien entendu, à des contraintes géographiques et à des contraintes de développement. Donc le changement climatique vient se surajouter comme une pression, comme une contrainte supplémentaire sur ces situations. Et alors, avec une prise en compte qui reste assez modérée pour la situation des Outre-mer, vous souhaitiez que j'évoque un petit peu le Varenne agricole de l'eau, qui n'est pas d'une prolixité totale sur la situation des territoires ultramarins, à une exception que je vous invite à regarder en page 5 là, du petit document de synthèse. Il y a une réflexion qui est reprise sur l'analyse des impacts du changement climatique sur l'ensemble des territoires français, dans le cas particulier avec un focus agricole, et un exercice qui s'appelle Explore 2. Il se trouve que l'OIO anime la partie accompagnement des acteurs. Et donc, je vous confirme que sur cet exercice-là, il y a un souhait de prise en compte spécifique des territoires ultramarins pour justement travailler avec les acteurs sur les conditions d'accès à la donnée, d'accessibilité de la donnée, autour de tout ce qui a déjà été largement évoqué, impact du changement climatique, évidemment un regard agricole spécifique, mais aussi une association des populations pour essayer de mieux comprendre ces impacts du changement climatique. Alors un horizon qui paraît un peu lointain, on est toujours sur 2070, mais ça reste important. Alors, le changement climatique, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que effectivement, il entraîne une modification d'un certain nombre de paramètres moyens. Ça a été très clair et on a vu qu'en particulier dans le cas des Outre-mer, ces modifications seraient plus importantes. Deuxième effet, l'accroissement des phénomènes extrêmes, que ce soit inondations et sécheresse, avec des manifestations spécifiques dans des contextes où on parle d'îles. Il y a un autre effet du changement climatique qu'on évoque un peu moins, qui est lié au précédent, c'est l'incertitude. Le changement climatique crée de l'incertitude, il perturbe un certain nombre de données statistiques, et c'est très compliqué pour les décideurs et pour les ingénieurs. Faire une prospective en matière de disponibilité de la ressource, en matière de dimensionnement d'ouvrages, cette incertitude vient compliquer les choses. D'où le besoin évident partout dans le monde, mais en particulier sur les territoires ultramarins, d'investir dans la production de connaissances supplémentaires et dans le partage de cette connaissance, dans un contexte où les territoires ultramarins sont globalement moins bien maillés que l'Hexagone en matière de réseau de mesure. Je ne reviens pas sur les difficultés de disponibilité des données sur l'accès à l'eau, mais en termes de connaissance de la ressource, que ce soit en quantité ou en qualité, les territoires ultramarins doivent pouvoir bénéficier de davantage d'investissements en connaissances, en stations de mesure, en stations de prélèvement. Et on a vu quelques exemples là dans les vidéos. Et je crois que c'est un sujet et un levier important. Et je reviens sur l'exemple qui a été cité par Patrick Lecante pour la Guyane. C'est le projet Bioplateau a justement pour objet de créer, de consolider un observatoire de l'eau et de la biodiversité sur le plateau des Guyanes. Et là, il y a 2 dimensions qui me paraissent intéressantes et un peu spécifiques aux Outre-mer, justement. C'est eau et biodiversité, j'y reviendrai, eau et nature, eau et qualité de l'environnement. Il y a une interconnexion encore plus forte, je crois, dans ces territoires que pour nous dans l'Hexagone. Et eau et international, eau et transfrontalier. Alors, la Guyane est dans une situation spécifique, puisque là, il y a vraiment deux frontières terrestres extrêmement
clair. Et la frontière française la plus longue, c'est celle que nous avons en Guyane avec le Brésil. C'est relativement anecdotique, mais c'est un point important. Et donc, l'idée, c'est bien de mieux connaître la ressource. Je pense que c'est un sujet vraiment important, notamment par rapport à cette nécessité de s'adapter au changement climatique, comme ça a été évoqué. Deuxième remarque, l'outre-mer, ce sont des territoires français. Alors, il ne s'agit pas pour moi d'ouvrir tous les débats qui peuvent être liés à ce point. Et donc, ce sont des territoires d'Europe. Et c'est à la fois une contrainte et une chance. Un certain nombre de points ont été évoqués, mais je voudrais y revenir parce qu'il me semble que sous l'angle de la réglementation, on peut l'imaginer comme une contrainte. Alors, il faut avoir en tête, vous le savez tous, je pense que le droit, la réglementation sur l'eau est l'une des réglementations européennes les plus intégrées, en fait. Le droit français dépend énormément du droit européen, que ce soit pour les services d'eau et d'assainissement, ou que ce soit pour la gestion des ressources en eau. Cette filiation juridique s'applique aussi aux territoires ultramarins. Et il faut reconnaître que ça pose une petite difficulté de tropicalisation d'un certain nombre de réglementations, comme c'est le vocabulaire qu'on emploie généralement. Et il y a un enjeu de travail là-dessus pour mieux adapter, mieux adopter le droit européen aux situations ultramarines spécifiques. Il me semble néanmoins, mais c'est une posture que nous avons globalement à l'OIO, que l'exigence des normes en matière d'environnement sont plutôt des aiguillons, notamment lorsqu'il s'agit d'appliquer le droit européen à la France, sont plutôt des aiguillons pour que l'action publique française, celle de l'État, celle des collectivités locales, aille dans le sens de cette conformité supérieure au droit européen. Je ne développe pas davantage. Il y a un volet opportunité sur lequel je voudrais un petit peu insister sur ce rattachement des territoires ultramarins à l'Europe. C'est la question de disponibilité financière importante. Monsieur disait tout à l'heure que ces territoires, du fait de leur attachement à la France, ne bénéficient pas d'un certain nombre de programmes. Il y a une compensation quand même, et très très importante quantitativement. Les programmes européens consacrés aux territoires ultramarins, aux régions ultrapériphériques, dans le vocabulaire bruxellois, fournissent des moyens financiers extrêmement conséquents, généralement sous-utilisés, y compris, alors sur tout un tas de domaines, bien entendu, mais y compris sur celui que nous évoquons aujourd'hui. Donc, y compris pour des infrastructures de traitement d'eau ou d'assainissement, y compris pour des mesures de protection de la ressource en eau ou de connaissance de la ressource en eau. Le projet Bioplateau que je citais sur la Guyane est très majoritairement financé, je parle de millions d'euros, par des crédits européens. Je voudrais citer un autre exemple de projet européen qui s'appelle Caribsan, que nous venons de lancer. Alors là, on est dans les Antilles, dans les territoires caribéens, Bari-Centre, Guadeloupe, Guyane, Bari-Centre, Martinique, pardonnez-moi, Bari-Centre, Martinique, Guyane et Guadeloupe y sont rattachés, mais on va aussi toucher à Sainte-Lucie et à Cuba. Et donc je reviens à deux dimensions qui ont été évoquées mais qui me paraissent importantes. Il y a un enjeu d'adaptation de notre façon de gérer la ressource en eau, de gérer les services d'eau et d'assainissement dans ces territoires-là. Il y a en particulier un enjeu technologique. Il y a des technologies, alors soit adaptées, soit frugales, soit davantage orientées solutions fondées sur la nature, qui sont un champ important de résolution des problèmes. Et il se trouve que Caribsan est justement consacré à ça. Il s'agit de mettre en place, de généraliser les solutions d'épuration des eaux par des filtres plantés de macrophytes. Et on est sur des climats, sur des ensoleillements, sur des niveaux de température qui facilitent ce genre de procédés pour peu qu'on prenne le temps de les mettre au point. Et je pense que c'est là aussi un levier important, voilà, et c'est un sujet important. L'adaptation donc à ces contextes climatiques et géographiques particuliers, et puis ça a été évoqué, mais je crois que c'est une notion liée aux Outre-mer qui probablement n'est pas suffisamment utilisée, si j'ose dire, par les acteurs français, que ce soit l'État ou les collectivités, c'est la dimension transfrontalière ou internationale. Les territoires, du fait de leur position géographique, ont des opportunités de coopération très importantes,
dont on se rend moins compte probablement à l'échelle de l'Hexagone, puisque ces préoccupations, ces interactions-là sont moins évidentes dans le quotidien de nos collectivités ou de nos... Et là, c'est une dimension vraiment intéressante au plan de la coopération institutionnelle, de la coopération technologique, voire de la mobilisation de ressources financières. Je ne m'étends pas plus là-dessus non plus. Pour conclure avec une remarque un peu basique, hein, qui rejoint ce qui a été dit, c'est que l'eau, c'est du développement économique. Alors peut-être choquer un certain nombre de participants ici, mais il y a une interaction évidente entre la façon dont on gère l'eau, que ce soit la ressource en eau ou les services d'eau et d'assainissement, avec les conditions du développement économique. Et réciproquement, me direz-vous. Et je crois que c'est encore plus vrai pour les territoires ultramarins qu'en France. D'abord, une petite remarque toute simple, c'est que, alors, à l'Office international de l'eau, on estime généralement que pour 1 million d'habitants, il y a 500 emplois liés aux services d'eau et d'assainissement. Le compte n'y est pas encore dans les Outre-mer. Donc, il y a un enjeu de création d'emplois lié à une amélioration des services d'eau et d'assainissement dans les Outre-mer. Et le sujet est en cours. Hein. Nous, on avait une activité de formation extrêmement importante à l'Office international de l'eau qui se développe beaucoup dans les Outre-mer. C'est très ancien en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Et là, Odyssey, pour revenir sur l'exemple de la Martinique, donc Fort-de-France, hein, la régie des eaux de Fort-de-France lance un très gros programme de formation de ces équipes. Interaction extrêmement importante entre gestion de l'eau, qualité de la ressource en eau et tourisme, ça a été évoqué. Entre l'eau et l'agriculture, ça a été évoqué également. Il y a un autre aspect qui a été moins évoqué, c'est les interactions entre eau et déchets solides. C'est un problème, on l'a vu un petit peu sur les images pour Mayotte, c'est l'un des gros sujets en Guyane également. Et donc là, il y a une nécessité de faire converger les politiques publiques et donc de mieux orienter les conditions du développement économique ou d'un certain nombre d'aspects liés à ce développement économique avec la gestion de l'eau. Et au final, je rejoins avec un angle un peu différent, cette convergence entre l'eau et les enjeux de sécurité. Hein, la sécurité de l'eau dans les Outre-mer, c'est un sujet du fait de la pression nouvelle ou croissante du changement climatique. C'est un sujet qui est encore plus en interaction qu'en métropole, je crois, avec la sécurité écologique, pour reprendre le vocabulaire que nous, on a tendance à employer. On a lancé avec The Nature Conservancy une initiative qui s'appelle « Pas de sécurité écologique sans sécurité de l'eau ». Pas de sécurité de l'eau sans sécurité écologique. Et là, je crois qu'il y a une dimension particulière sur des Outre-mer qui, à cause du tourisme, à cause de leur environnement climatique, à cause aussi de la richesse extrême en biodiversité, enfin 80% de la biodiversité française, disons-nous, est située dans ces territoires-là. Et donc, il y a un appel tout particulier à gérer de manière cohérente et convergente tous les enjeux de sécurité de l'eau et tous les enjeux de sécurité écologique. D'où un certain nombre de réflexions tout à fait opérationnelles, Brice Lalonde l'a évoqué ce matin, d'intégration de solutions fondées sur la nature, hein, pour reprendre ce vocabulaire très couramment employé de nos jours, d'intégration de ce type de solutions, de ce type d'approche dans à la fois la gestion des services d'eau et d'assainissement pour les populations, mais aussi les enjeux de gestion de la ressource en eau plus globalement. Voilà, je m'arrête là. Merci, merci beaucoup.